Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de DLM News. Je suis avec Élodie Primo, CEO et fondatrice de Moss Mind on Site, entreprise basée en Suisse. Donc Élodie est actuellement à Lausanne et nous allons parler d'un mythe. C'est ce mythe sur la plateforme SIRH unique. Alors, beaucoup d'entreprises pensent encore une fois aujourd'hui qu'il est important et nécessaire d'avoir une seule plateforme SIRH pour plusieurs raisons, par confort, simplicité, le fait d'avoir un point d'entrée, un interlocuteur unique pour toutes les questions de l'écosystème SIRH. Alors, est-ce que c'est une bonne approche? Faut-il vraiment avoir qu'une seule plateforme? Est-ce qu'il ne passerait pas à côté de quelque chose de mieux et de plus performant en passant par des petites sociétés ou moyennes sociétés plus spécialisée dans certains domaines RH. Nous allons répondre à toutes ces questions avec Élodie Primo. Donc, Élodie Primo, bonjour. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, déjà, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur qu'est-ce que le SIRH? Le SIRH, donc système informatique pour les ressources humaines, généralement, il a deux grands composants. C'est d'une part la gestion administrative, donc on va avoir toute la base des collaborateurs, on va gérer la paye, on va gérer aussi les congés, les absences et parfois aussi le temps. Donc ça, c'est la dimension plus classique. Et puis, on a une dimension qui est plus la tournée sur le développement des collaborateurs, qu'on appelle la gestion des talents. On va avoir tout d'abord la partie recrutement, la partie entretien, la gestion des emplois, donc la mobilité dans l'entreprise, je sors, je rentre ou je me déplace, mais aussi la gestion de carrière. Et bien entendu, une des grosses briques à laquelle on s'attache plus côté Moss, c'est la brique formation et Oui. plus particulièrement les Learning Management Systems. Très bien, oui, effectivement. Donc, c'est donc la partie éditeur, mais juste sur la partie formation qui est déjà immense en soi, puisqu'on va le voir après, mais la formation, il y a quand même beaucoup de sujets, surtout en France. Alors justement, donc le SIRH, on a compris que c'était effectivement toute cette gestion de tous les sujets des ressources humaines. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même envisager de faire appel à d'autres plateformes qui sont un peu plus spécialisées? Alors, il y a, je dirais, des choix qui vont s'opérer en fonction des entreprises, en fonction de leur taille, de leur spécificité du moment. Il y a des avantages à avoir une plateforme unique, c'est un confort d'avoir un seul interlocuteur, de pouvoir avoir des synergies dans les briques, une base de données, etc. Mais il y a des moins parce qu'on est dépendant d'un seul produit. Il peut y avoir des lourdeurs de mise en œuvre. Plus on déploie gros et plus ça prend de temps. On pourrait dire peut-être un manque d'agilité. Après, quand on déploie en multi-pays, ce qu'on peut voir, pour donner des exemples plus concrets, c'est des besoins français qui peuvent être lourds en termes d'administration de la formation, des financements avec les organismes professionnels, tiers, etc. Où là, sur la France, on a besoin d'avoir des spécificités de logiciels qui vont s'occuper de la gestion de la formation du côté administratif et financier, mais sur l'international, il n'y a pas forcément ces besoins. Donc là, je donnerai l'exemple d'un client qui pour la France a déployé un TMS particulier pour ses besoins France et sur l'international déploie un LMS qui va servir plus largement et puis qui va s'intégrer pour les besoins français avec le TMS local. Voilà, donc on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas forcément non plus la même culture, donc c'est intéressant de pouvoir s'y plier. Exactement. TMS, oui. C'est bien le Talent Management System, pour juste voilà. Un peu plus. Il y en a certains qui ont des Training Management Systems qui s'adressaient là plus à la formation présentielle uniquement. Donc, les clients s'y perdent un peu dans les acronymes. C'est pas facile. Exact. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il y a aussi certaines plateformes qui sont très, très fortes pour gérer les formations en présentiel, mais qui ne le sont pas forcément aussi pour la partie digital learning et e-learning. Exactement. Et donc, vous parliez justement d'une entreprise cliente, un cas client, qui a déployé un LMS pour la partie internationale. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une importance majeure à faire la distinction entre les besoins
locales et les besoins locaux, je veux dire, puisqu'il s'agit de plusieurs pays, très souvent. Vous avez entendu parler d'une fois de glocalisation. Alors, dans le contexte de la transformation digitale RH et de la formation en ligne, comment vous pouvez un petit peu nous expliquer comment on peut adapter ce terme et en quoi cela consiste? Effectivement, à l'international, on n'a pas les mêmes besoins. Le côté localisation, c'est répondre aux spécificités des pays. Alors, il y a des spécificités au niveau de la réglementation. En Europe, on est sur au niveau sécurité, protection des données avec la RGPD. On a ensuite des processus qui vont être différents, un peu comme je l'ai mentionné avant. On a une partie aussi culturelle qui est forte d'un pays à l'autre. On va adapter les visuels, que ce soit au niveau d'un portail ou au niveau des contenus, la communication. On peut adapter aussi les cursus de formation qui vont être proposés. Et dans ces contextes-là de spécificité, au niveau des portails, ça va se traduire souvent, c'est des besoins aussi au niveau d'une administration qui va être décentralisée, parce que chacun veut avoir son autonomie, pouvoir implémenter les processus qui lui sont propres, de validation de la formation. Je donnais entre pays, il y a des grandes différences. Si je prends l'Allemagne, c'est plutôt l'apprenant qui est moteur pour proposer ces solutions de formation qui peuvent être ensuite validées par le manager. Dans d'autres pays, ça va être imposé, on pousse, et puis pour d'autres pays, ça va être plutôt du lip service, donc il faut être capable d'adapter tout ça. Et puis après, quand on est au global, là, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir mutualiser, capitaliser sur des ressources, uniformiser quand même une partie des processus pour ne pas réinventer la roue dans chaque pays. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi, souvent on nous demande le suivi global, pouvoir consolider un certain nombre de choses et puis pouvoir supporter des programmes globaux qui vont être diffusés à l'international. Puis finalement, localiser pour venir à qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est étudier ce qu'il y a en local. On va établir avec nos clients ce qu'on a fait, le volet global de manière indépendante. Puis après, on va voir quelle est la part dévolue au local et au global. On va rentrer pour une partie dans du consensuel. D'accord, Donc on harmonise. oui. C'est hyper intéressant effectivement de voir qu'il est quand même important de prendre en compte la culture de chaque pays aussi pour la formation. On en parle souvent au niveau du marketing, au niveau de la publicité, de la com, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est tout aussi important sur la partie formation, que ce soit dans le contenu de la formation, mais aussi dans la gestion des plateformes et des besoins des entreprises locales. On parle aussi d'interopérabilité. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer une interopérabilité avec plusieurs éditeurs en dehors du SIRH? Complètement. Si on prend le SI de l'entreprise dans sa globalité, le cœur, ça peut être le RP, le logiciel de gestion intégrée. Lui, généralement, il a des gros modules comme les RH, donc le SIRH qui est rattaché. Il y a le module finance et puis il peut y avoir les modules vente dans lesquels on va trouver intégré ou pas le CRM. Donc là, c'est la partie plus client. Et là, au niveau des données, ça doit déjà communiquer et avoir de l'interopérabilité. Et on a soit des données plates, c'est des fichiers qui poussent la donnée, ou ce qui est plus tendance, c'est ce qu'on appelle les web services, des API, donc des services qui vont communiquer entre eux. Donc c'est déjà de mise. L'entreprise, elle est habituée à faire ça. D'accord. D'accord. Donc c'est vrai que c'est sympa l'image d'imaginer le tronc de l'arbre, c'est le RP, et ensuite dans les branches il y a effectivement le SIRH qui lui-même va comporter énormément de sous-catégories. Aujourd'hui, un LMS peut tout à fait être compatible avec n'importe quel ERP, n'importe quel SIRH. Complètement.
C'est juste de la donnée qu'on va échanger. C'est des flux qui vont permettre de communiquer entre les différentes applications. Concrètement, un LMS, qu'est-ce qu'il va attendre d'un SIRH? C'est de se nourrir avec la base des collaborateurs. Ça peut être aussi ensuite d'avoir même recevoir les inscriptions. Si on prend au niveau d'un talent management system, comme l'exemple que je donnais avant, c'est pour les Français, c'est le talent management system qui va pousser les inscriptions jusqu'au LMS. Par contre, pour l'international, c'est de l'auto-inscription, de la validation plus simple par le manager ou un administrateur. On n'est pas sur des flux compliqués, sophistiqués comme en France, par exemple. Donc voilà, c'est je dirais une facilité de pouvoir renvoyer de la donnée. Et puis ce qu'on attend du LMS après, c'est que lui pousse les résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que l'apprenant a suivi, quelles sont les formations qui ont été réalisées, les compétences qui ont été validées. Voilà en gros les grandes communications. Et puis il y a un point qui est aussi intéressant, c'est qu'on se dit mais l'apprenant dans tout ça, pour la transparence, hein, qu'est-ce qu'il attend, c'est de ne pas avoir à se reconnecter dans chaque application différente. Donc, Oui. On est dans de l'authentification unique. Donc, c'est simple, transparent D'accord. pour l'utilisateur. SSO, hein, c'est ça, si je me trompe C'est pas. ça, le single sign-on. Bravo, Alexia. Donc effectivement, on voit qu'il y a plein de solutions en fait. Hein, dès qu'on a envie de s'intéresser à d'autres plateformes pour justement parfaire et puis améliorer l'expérience utilisateur, on a des solutions techniques qui nous permettent d'homogénéiser tout cet écosystème technologique au niveau des RH. Complètement. Et ce qui permet le multi-device aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a par exemple une plateforme LMS, un SIRH et qui n'a pas encore vraiment une solution de mobile pour le mobile learning, elle peut aussi faire appel à une entreprise spécialisée par rapport à ça. Tout est interopérable, tout est compatible aujourd'hui. Complètement. Et puis on peut avoir des solutions en termes de mobile learning qui peuvent être juste responsive, c'est-à-dire des solutions web accessibles sur PC, tablette ou smartphone, mais il peut y avoir aussi la solution app, là où on va aller vers solutions mobiles qui peuvent être déconnectées. Donc le confort de pouvoir travailler hors connexion, d'avoir ces modules en local, de les jouer quand on veut. Et on voit aussi des clients qui ont des talent management systems qui intègrent déjà le module LMS, mais qui ont besoin de solutions différentes pour toucher d'autres publics ou d'être sur des thématiques particulières, donc thématiques cibles particulières où on peut avoir une solution mobile pure qui vient en complément. Ou un portail spécifique qui va être établi dans un contexte particulier parce qu'on a besoin d'amener rapidement quelque chose qui va être déployé sur même quelque chose d'éphémère hein, pour un produit, lancement d'un produit ou autre. D'accord, ça peut Donc être voilà par exemple des projets comme liés à l'événementiel, ça peut être des projets vraiment à court terme, donc on peut quand même faire appel à une plateforme que pour ça. Quand on a des événements clients qui vont rassembler soit des prescripteurs, soit des clients, on a eu un exemple de clients qui avait organisé un très bel événement sur lequel il voulait sensibiliser ses équipes commerciales, mais aussi ses revendeurs et qui avait mis en place un challenge. Donc là, on est dans la gamification pure pour justement amener les gens sur les produits, à s'intéresser, à se challenger aussi mutuellement. Donc voilà, on est sur du portail éphémère qui a une durée de vie de quelques semaines, voire mois si on le laisse à disposition après. Donc voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus et c'est pas forcément le LMS ou le TMS de l'entreprise qui va permettre de déployer ça. Voilà, rapidement et aussi à des coûts qui vont être où le plus accessible, ROI est rapide, voilà, accessible. Ça dépend de ce qu'on veut faire.
On voit bien l'agilité, en tout cas, Et de puis, partir. oui, puis il y a l'adéquation à la marque parce que Ouais. on met une attention particulière justement sur des portails ou des solutions comme ça ponctuelles. C'est vraiment le reflet de la marque et voilà, on s'adresse pas non plus forcément aux collaborateurs. Oui, alors justement, on parle souvent de formation étendue. Je crois même que c'est vous hein, qui en parlez très souvent avec Moss. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que cette formation étendue qui normalement allie SIRH et business? Là, on va étendre la formation aux partenaires, au réseau de distribution, mais aussi aux clients. Donc, on va adresser, je dirais, le large spectre et on va, bien entendu, souvent aussi sur des solutions qui sont internationales dans ce contexte-là, parce qu'on peut avoir des petites entreprises, mais qui adressent des clients assez nombreux à l'international. Donc, c'est des populations qui sont intéressantes parce que là, on doit vraiment être proche de la marque. Il y a déjà des ressources existantes, il y a une exigence au niveau de la qualité du soin donné au design des portails, l'UX et l'UI pour la partie ergonomie et la partie graphisme. Et c'est intéressant de voir aussi là, on a différentes cibles. Contrairement aux cibles collaborateurs où on sait à peu près sur quoi ils vont choisir de se former au niveau des devices, est-ce que c'est un smartphone, etc. Quel est l'équipement des collaborateurs là sur l'international et sur une cible client. Pouf, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc ça devient aussi important de pouvoir mettre en place des solutions qui vont être, comme je disais tout à l'heure, soit web responsive, mais qui peuvent être aussi des applications. Donc, se laisser le choix de pouvoir déployer ce dont on a besoin en fonction de ses clients finaux. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui peut-être un cas client qui peut nous donner un exemple et nous montrer concrètement comment ça se passe quand on a une formation étendue, quand on est à l'international et quand on a déjà un SIRH? Alors, alors dans le retail, c'est des bons exemples, hein, le retail, parce que on a des formations qui vont s'adresser quelquefois à des boutiques multimarques. Donc, il faut être capable de séduire alors que les concurrents sont déjà là aussi dans la place. Okay. Ça va permettre de pouvoir booster aussi ses ventes, d'accrocher, je dirais, les vendeurs pour déclencher le côté attachement, sympathie, côté marque. Après, on peut avoir des solutions qui s'adressent plus à des prescripteurs. Ça peut être dans le secteur de la santé humaine ou animale, de pouvoir former des médecins, des vétérinaires, etc. sur des produits ou sur des pathologies. Dans les plateformes d'ailleurs de formation, ce qui devient intéressant, c'est que de ce côté-là, il y a beaucoup de marketing qui est fait, c'est-à-dire qu'on ne forme pas uniquement aux produits, mais on va former aussi sur du contenu qui est utile à sa cible. Donc, on voit une diversification qui se fait au niveau des contenus, mais ça peut être aussi des associations qui vont former des volontaires pour des événements particuliers. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Donc là, on est dans des thématiques aussi onboarding, Oui, dans ces effectivement. Oui, contextes-là oui. qui sont super Oui. intéressantes, voilà, et qui permettent d'aller sur des cibles et sur des cas Et très onboarding, concrets. exact. Oui, Et onboarding salarié et client aussi. On est sur les deux formes d'onboarding. Ouais, complètement, ouais. parce que C'est ça voilà, qui est intéressant. ou Ouais. les Mm. volontaires dans ces contextes-là, pour un événement, il faut les onboarder, il faut les former. Donc, on est bien dans ces thématiques. Le onboarding s'adresse finalement à un public très large dans l'entreprise étendue. Donc c'est ça qui est intéressant hein, sur cette formation étendue, donc qui est on peut pas, on sait pas vraiment si c'est un terme, si c'est vraiment un concept, mais en tout cas c'est une invitation à voir la formation au-delà de la formation du personnel interne. Hein. En fait c'est ça, c'est surtout inviter à utiliser cette ressource pour l'externe aussi, collaborateurs, clients, prestataires externes.
et volontaire hein, aussi pour les ONG ou autres. Donc la formation étendue donc comme moteur aussi, comme une différenciation peut-être aussi par rapport aux concurrents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des plateformes un petit peu spécifiques? On parlait tout à l'heure des plateformes un peu éphémères par rapport à des événements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une plateforme un petit peu sur mesure qui vienne justement donner cette possibilité de faire une formation étendue à un public cible à un moment précis et donné sur le temps? Nous, on a effectivement choisi au-delà des acronymes LMS, LXP, l'XP pour Oui, parce que ça commence à faire beaucoup d'ailleurs, beaucoup plateforme, d'acronymes. le Learning Management System. Enfin, les clients sont un peu perdus. Donc, nous, on a préféré parler de Smart Learning Portals, même de Smart Learning Business Portals, dans le sens où là, on est sur du portail de formation qui peuvent être du dispositif particulier qui va adresser une thématique, un métier, comme on l'a dit, qui peut être éphémère si c'est le lancement d'un produit. Donc, notre idée, elle était plus de servir des besoins qui peuvent être soit à long terme, bien entendu, mais qui peuvent être aussi plus ponctuels et des dispositifs qui peuvent aussi très bien cohabiter avec des plateformes plus larges comme des talent management systems et sur lesquels, comme on le disait tout à l'heure, remonter de la donnée parce que le client, ce qu'il a besoin, c'est de faire vivre vraiment une expérience aux apprenants, aux différents publics cibles. Et puis lui, son besoin en tant que responsable RH ou responsable dans le business, que ce soit des ventes par exemple, c'est de remonter de la donnée pour pouvoir l'utiliser pour piloter ses équipes et puis Oui, ses ventes. parce Voilà, que, c'est ça. ok, justement, c'est le côté smart, parce que c'est vrai qu'on s'imagine, on peut tout à fait faire un mini-site avec de la formation, mais l'idée quand même du Smart Learning Portal, quelque part, c'est de garder la partie ingénierie en back-office sur d'un vrai LMS, en fait, hein, qui fait du reporting, qui analyse le comportement des apprenants. Est-ce qu'ils ont regardé la formation? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont ouvert la formation? On arrive quand même à garder même si c'est un site éphémère ou très ponctuel, on arrive à garder quand même ça, hein, cette partie ingénierie. Oui, tout à fait. On a dessus, dans le dispositif, il va être aussi sophistiqué que ce qu'il peut y avoir sur le LMS, voire plus. Ah Parce que oui, du coup, comme on est expert en learning, on peut aller plus loin dans ce qu'on va faire. Ça peut être simplement en termes de gamification, de créer des leaderboards, de créer, d'attribuer des points, des badges, d'avoir cette notion de duel qui va permettre aux différentes populations de s'auto-challenger en défiant quelqu'un sur un quiz, par exemple, quelqu'un d'accord. qu'on connaît ou pas, et puis de grimper sur les podiums comme ça. Donc voilà, c'est déjà à ces niveaux-là, mais c'est aussi au niveau du dispositif lui-même qui peut être un dispositif avec des cursus qui vont intégrer toutes les modalités de formation autour du présentiel, de la classe virtuelle, du e-learning, des serious games, enfin de pouvoir vraiment intégrer toutes les modalités, voilà, et de pouvoir restituer finalement ce qui est intéressant pour le système global, qui est moins de l'analyse fine, mais qui est des résultats, qui sont des résultats qui vont servir plus globalement. Et puis par contre, dans notre système qui va être plus spécifique, là, on va arriver peut-être à du détail des réponses aux questions qui vont être intéressantes pour les formateurs, voir là où les gens ont un peu plus de peine dans les formations, dans les questionnaires, de pouvoir récupérer du feedback, donc de travailler à un niveau plus pointu, plus profond au niveau de ce système de Smart Learning Portal, mais toujours en bénéficiant des données centralisées qu'on peut repousser dans le système global. C'est très intéressant et très riche. Est-ce que aujourd'hui on peut arriver à cette granularité de l'information quand on a juste un SIRH? C'est pas forcément évident d'y arriver, je pense,
parce que d'aller si profondément dans chaque brique, ça demande quand même du temps, ça demande aussi d'avoir des équipes qui sont suffisamment pointues dans le domaine spécialisé pour y aller. Donc c'est pas mal aussi d'écouter les équipes et de laisser finalement la liberté de choisir des outils qui vont correspondre à leurs attentes en termes localement ou plus globalement. Donc les solutions multiples, de toute façon, si on revient, comment faire un choix? Est-ce que je veux faire du global ou est-ce que je veux aller dans du local? Une entreprise, elle va se poser la question. Donc, c'est quoi les critères de choix? Pour moi, dans les tailles, les grandes, elles ont encore plus besoin d'adaptabilité puis de spécificité. Donc, plusieurs outils, elles devront y aller. Il n'y a pas de raison. Les petites ont peut-être plus intérêt à aller vers des solutions qui vont couvrir un ensemble assez large de besoins. Et quand on est dans les besoins de formation, entreprise étendue, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir un portail qui fait vitrine. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, avec le Smart Learning Portal, donner accès sans devoir payer des licences alors que les gens ne payent pas, que ça soit un peu comme un site web amélioré, mais qu'on leur propose la formation, qu'on les incite à cliquer pour aller finalement chercher la formation et dérouler. Et ensuite, garder des gens qui peuvent revenir aussi sur le portail. Quand on est organisme de formation, ça peut être des alumni. Voilà, donc on crée des portails finalement qui sont plus que des portails de formation, c'est des vitrines aussi pour nos clients dans ce contexte-là. C'est ça qui est différent d'un système classique aussi, on va dire, c'est cette part de marketing qu'on va pouvoir intégrer. Exact. Et puis j'ai envie de rajouter également, même pour les TPE ou les PME qui sont aujourd'hui dans un contexte de crise, qui doivent se réinventer, qui doivent repenser leur modèle économique. C'est vrai qu'on peut imaginer aussi pour les petites entreprises de faire appel à ce type de prestations comme les Smart Learning Portals, qui justement ne demandent pas en interne d'avoir des compétences extraordinaires, d'avoir un Digital Learning Manager et plein de spécialistes finalement, et qui peut très bien justement repenser un business model ou profiter de cette crise, on va dire, pour former des salariés, des collaborateurs, mais aussi des clients, comme on l'a vu avec la formation étendue ou des partenaires. Je pense que ça peut quand même être vraiment sympa de leur proposer ça aussi à ces petites PME qui doivent se repenser. Complètement, complètement. Et c'est là où, au lieu de qui peut le plus, peut le moins, on peut faire du sur-mesure avec les portails, mais on peut dérouler vite avec des modèles, des templates. On a aussi des partenaires qui proposent des contenus, donc qui peuvent permettre de démarrer vite parce qu'il faut avoir des contenus dans le portail pour que ça soit intéressant. C'est ça, généralement, qui produit la longueur dans les projets parce qu'il faut avoir les formations, voire les informations disponibles. Donc, on peut aussi produire vite. C'est ça qui est intéressant. Il y a la partie éditeur de contenu aussi dans le Smart Learning Portal pour dire, allez, je vais faire du RAID, ça s'appelle Rapid and Agile Instructional Design. Donc, je vais produire du contenu et puis je fais des choses rapides mais belles, élégantes. Je mets de l'information et petit à petit, j'enrichis le Walt Disney. Je laisserai pour ceux qui ont du budget. Voilà. Excellent, excellent. Bah écoutez, en tout cas, ça donne quand même envie de s'y mettre et de faire appel à des spécialistes finalement dans chaque domaine RH, puisqu'on le voit bien, c'est quand même très important d'avoir à la fois des passionnés, mais aussi des spécialistes, parce que ça demande une forme de compétences très spécifiques. On a aussi beaucoup d'ingénieurs pédagogiques, de learning designer, de digital learning manager, de UI UX designer dans le domaine. Donc effectivement, si on peut avoir un spécialiste, ça sera d'autant mieux, surtout s'il est interopérable et complètement compatible avec les SIRH. En tout cas, on voit que c'est quand même une belle solution. Et en tout cas, merci pour la réponse à toutes ces questions, puisque Élodie, vous savez que beaucoup d'entreprises se posent cette question du mythe de la formation unique. Et je pense qu'on a quand même
pu balayer une grande partie de ces interrogations, en tout cas. Merci Alexia. Merci beaucoup Élodie, merci pour votre temps, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts, toujours sur la partie formation, business, EdTech, Tech RH. Merci à tous et une excellente fin de journée ou fin de soirée où vous soyez dans le monde.